Bonjour, je suis Raphaël. Je vous accueille dans mon jardin. J'ai créé, qu'on a commencé on a acheté le terrain en 2006 et on a commencé réellement à jardiner à partir de 2010 et puis c'est devenu mon jardin à partir de 2014. Voilà. Alors le temps de jardinage est super variable, il y a des jours où je ne vais pas du tout jardiner et puis des jours où je vais y passer 10 heures. Donc je sais pas, j'ai calculé à peu près que je pouvais y passer à peu près 3 heures par jour en moyenne. Voilà. Triple origine sur ma passion du jardinage, c'est que j'avais une grand-mère qui était paysanne, une autre qui était plutôt passionnée de rosiers avec qui je choisissais des rosiers quand j'étais petite. Et puis j'ai un père qui est potagiste acharné avec un potager bien carré, bien standard, etc. Et puis un petit déclic en 2010 quand on a fait appel à une paysagiste pour venir nous aider parce qu'on n'y connaissait rien en jardinage. Et elle m'a parlé de Gilles Clément et puis là ça a ouvert la porte à plein de découvertes que j'ai faites, des Marc-André Solos, des André Hervékov, etc. qui m'ont ouvert les yeux sur ce qu'était le jardinage au naturel. Beaucoup d'internet au début, je passais mes soirées quand j'étais à Paris encore, puisqu'on était à Paris jusqu'à 2017. À faire des recherches le soir sur les plantes que m'avait préconisé la paysagiste. Et puis du coup, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, j'ai acheté beaucoup de livres. Et puis en 2016, j'ai fait une formation de jardinier formateur avec le programme justement Jardiner autrement. Depuis que j'ai fait la formation en 2016, j'ai commencé à faire des petites conférences dans les médiathèques locales, dans des associations d'horticulture. Et puis j'accueille des gens dans le jardin. J'ai ouvert la première fois pour Bienvenue dans mon jardin naturel. Et puis ça m'a un peu ouvert les yeux sur l'intérêt de recevoir des gens, sur ce que ça pouvait nous apporter aussi, puis ce qu'on pouvait échanger. Et puis je reçois aussi des écoles, des enfants, des centres de loisirs. Et du coup, ça c'est un petit bonheur quoi, de faire goûter plein de choses aux enfants, de voir leur curiosité, etc. Puis de se dire qu'on sème une petite graine aussi. Moi qui suis passionnée de graines, et du coup, semer des petites graines chez les enfants et se rendre compte 2 ans plus tard qu'ils se rappellent encore de ce qu'ils ont vu dans le jardin, c'est assez génial et c'est enthousiasmant. Allez, venez, on va visiter le jardin. Donc nous avons acheté le terrain ici en 2006 avec la maison. Donc on a passé quelques années à rénover. Au début c'était juste une grande prairie, c'était une ferme ici. Il y avait des poneys, c'était une énorme prairie sur la quasi-totalité des 8 m², sauf cette petite zone de jardin ici qui était aménagée où la personne avait planté quelques arbres, des arbustes qui restent encore en place. Et c'est par cette partie-là qu'on a commencé à faire du jardin. Et on s'est étendu petit à petit. Donc le jardin fait 8 000 m² au total. Il y a une toute petite partie qu'on a rachetée en 2017 pour construire un projet. Et le reste a été réaménagé petit à petit et j'ai essayé de créer différents espaces. Donc là on a le petit paradis des grenouilles. Donc elles se mettent au soleil sur la pierre en périphérie, elles adorent venir se dorer la pilule, il y en a plein là-bas. Donc là on va vers le verger. Donc là on a planté des arbres fruitiers assez tôt. Au début on tondait tout. Puis moi, quand j'ai commencé à faire du jardinage en 2014, j'ai commencé à laisser des zones d'herbes hautes partout en périphérie. Donc ici, on arrive dans le jardin d'été. Donc j'ai planté des théiers il y a quelques années. Et du coup, je produis le thé pour notre salon de thé. Donc on fait des récoltes à partir de ça. Et du coup, comme on m'offrait beaucoup de plantes qui n'étaient pas trop dans mes goûts, finalement, des plantes un peu exotiques, j'ai commencé à créer un petit jardin que j'ai appelé le jardin indien, où je plante toutes les plantes un peu exotiques, les bananiers, les colocasia, les tétrapanax, etc. J'ai récupéré pas mal de plantes et du coup, cette zone est devenue une zone de jardin un peu exotique. Bon, et là, du coup, je vous amène au potager. Un potager qu'on a créé en 2017. On a commencé par créer une zone en bac parce qu'ici, on est dans des zones assez humides. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais ménager mon dos et puis qu'on allait créer des bacs surélevés. Donc on cultive une partie là. Et de ce côté-ci, comme on est aussi dans une zone assez humide, j'ai commencé à créer des buttes sur la même méthode que je crée tous les parterres. C'est-à-dire j'ai recréé des tas de compost un petit peu partout et c'est ça qui a généré mes buttes de jardinage de ce côté-ci. Donc globalement dans le jardin et un petit peu partout, dans le potager, on a plutôt des plantes comestibles, genre tomates, aubergines. Là je tente des plantes un peu plus méridionales avec des pois chiches et puis tout un tas de variétés de haricots. Et après sur tout le reste du jardin, j'essaie de cultiver de plus en plus de plantes qui nous servent pour la pâtisserie. Donc beaucoup de plantes aromatiques, beaucoup de plantes, beaucoup de petits fruits, beaucoup de plantes avec des parfums importants qui permettent de développer des recettes.
Alors du coup, le sol, moi je ne fais rien, surtout parce que l'idée c'est de ne surtout pas traumatiser le sol, traumatiser la vie du sol. J'ai jamais retourné le terrain depuis le début, hein. Peut-être au début quand on a essayé de planter des plantes là-haut, mais je me suis vite rendu compte que la vie du sol faisait le travail à ma place. Et comme je m'occupe toute seule de ce jardin de 8000 m², j'ai essayé de trouver des solutions beaucoup plus simples pour moi. Du coup ici, je n'apporte jamais aucun intrant, quoi, finalement. Rien ne sort du jardin, globalement rien ne rentre à part des nouvelles plantes ou des échanges. J'ai toujours un bac où je fais du compost. Donc là, je mets tous mes déchets du potager. Là, par exemple, je vais récupérer... là, il y a une petite plante qui pousse dans mes haricots. Je vais l'enlever, je la coupe en petits morceaux, je la remets dans le compost. Quand je vais tondre, je remettrai une petite couche de tonte. Je mets des herbes, des feuilles mortes. Je mets tout ce qui me passe sous la main pendant toute la période. Là, je vais vous montrer un bon exemple de mes créations de parterre. Vous voyez, ici, on a un vieil aulne qui perd beaucoup de branchages. Donc à la base, j'ai commencé à poser mes branchages au fond, ici, sur cette zone. J'avais envie de créer un parterre dans cette zone-là. Et donc je mets des branchages, je vais y rajouter, vous voyez, je vais arracher des plantes, je vais les mettre dessus. Et au fur et à mesure, ça me crée une bonne surface de terre. Et vous voyez ça, ce sont des petites branches de cassis et de groseilles que j'ai piquées dans la zone de jardin verger, et je les ai piqués directement là-dedans parce qu'au fond de ce tas, on a une terre qui est de très bonne qualité, quoi, qui commence à avoir, bon là c'est un peu sec en ce moment, mais on a une terre qui est assez grumeleuse, qui est de belle qualité et qui permet, vous voyez, on retrouve même des morceaux de taille, de branches qui sont tombées, etc. Et je récupère tout pour en faire recréer du sol, puisque les épaisseurs de sol ne sont pas forcément importantes sur le terrain, puisqu'on est sur un terrain qui a été remblayé il y a 200 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Alors déjà, on a la chance d'avoir une petite rivière qui passe au milieu du terrain. On a installé une petite pompe pour récupérer de l'eau ici. On a créé un petit bassin là-bas où on récupère l'eau de pluie de la maison. Donc après, on récupère l'eau partout où on le peut. Donc même les serres, l'abri de jardin ont leur petite réserve d'eau. Donc là, j'ai une petite réserve, j'en ai une autre derrière l'abri de jardin. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arroser que les plantes récentes, les plantes que j'ai plantées. Par exemple, ces petites plantes basilic, là, je vais les arroser un petit peu parce que là, ils vont être en plein cagnard tout l'après-midi. Mais globalement, je n'arrose pas. Vous voyez tout ça, l'utilisation de tous ces couvre-sols, ça, je ne l'ai pas arrosé une seule fois depuis 3 ans. Par exemple, depuis que je les ai mis en place, ce sont des plantes je les ai arrosées tout à fait au début quand elles étaient toutes petites ou que j'ai fait des boutures ou que voilà. Mais ça, c'est un parterre que je n'arrose plus depuis 3 ans. À la conception du jardin, moi j'avais une idée de jardin de magazine un petit peu, donc je cherchais des plantes à fleurs doubles, etc. Je suis vite revenue là-dessus quand j'ai commencé à creuser le sujet, Gilles Clément, etc. Et du coup, toute la conception du jardin, et surtout quand j'ai commencé à reconstruire un petit peu, j'ai vraiment essayé d'implanter des plantes qui nourrissent la faune. Beaucoup de plantes mellifères, beaucoup de plantes pour nourrir les oiseaux, avec des baies, des floraisons étalées sur toute la saison. Donc du coup ici vous voyez quand je tonds, je laisse des zones où certaines plantes se développent. Et puis en même temps pour accueillir les insectes, tout ce qui est, quand je disais que rien ne sort, c'est compris les arbres qui sont tombés avec les tempêtes. Par exemple là j'ai un noyer qui est tombé avec la tempête. J'ai tout gardé en place. On voit qu'elles sont toutes, elles commencent à être attaquées un petit peu par les champignons déjà qui viennent se nourrir de la lignine. Et puis ici on commence à avoir plein de petits insectes. Et puis si on va plus loin, on peut voir de l'autre côté là-bas des souches qui sont complètement décomposées. Vous voyez ici, les insectes, là on voit tous les ifs de champignons. Et puis on a tous ces petits trous avec des insectes qui viennent là-dedans. Là-dedans j'ai aussi beaucoup d'orvets, de petites couleuvres, etc. Et tout ça, ça m'évite à moi de créer des hôtels à insectes. Moi je suis plutôt dans le non-agir, quoi. Je me dis que la nature a des millions d'années d'existence, que moi je suis là depuis pas très longtemps et que je m'y connais pas beaucoup. Et du coup, quand j'ai des maladies ou des ravageurs qui s'installent dans le jardin, je les laisse parce que je me dis que les choses vont se mettre en place pour s'équilibrer d'elles-mêmes. Et puis, ce que j'essaie de faire surtout, c'est suivre un peu les préceptes d'Hervé Cove sur les pucerons, par exemple. J'essaie de multiplier les plantes qui accueillent les pucerons. Comme ça, je me dis qu'au fur et à mesure de l'année, je vais toujours avoir des prédateurs qui vont être là pour manger des pucerons, qu'ils ne partiront pas de mon jardin. Et puis que du coup, tout ça, ça s'équilibre. Et globalement, j'ai pas beaucoup de pucerons. Certaines années, j'en ai trop, mais c'est aussi... ça me donne aussi des petites infos sur ma façon de jardiner, ça me réoriente ma façon de jardiner. Comme le fait d'avoir plein d'orties qui apparaissent ou du liseron qui réapparaissent dans le jardin cette année. Je me dis qu'il faut que je rééquilibre ma façon de travailler parce que tout ça, ce
Ce sont des petits indicateurs qui réorientent en permanence mes actions et puis qui me guident un peu pour savoir quoi faire au jardin. Et il y a la lettre sève du Frodon qui nous donne des infos sur les plantes contre lesquelles il faut lutter un petit peu quand même malgré tout pour éviter qu'elles envahissent nos paysages. Et puis j'ai des personnes ressources un peu dans le coin qui me donnent des infos sur les insectes, sur les champignons pour que je vois un petit peu leur utilité, leur fonction, etc. Voilà. Du coup, moi je pense que l'essentiel, c'est, si on a un conseil à passer, c'est de sauvegarder ses sols, de faire attention à ses sols et d'essayer de les protéger du soleil par tout un tas de couvre-sols, etc. Et puis laisser un maximum d'hétérogénéité, laisser les plantes pousser. Donc pas se poser de questions quand quelque chose pousse, c'est que ça a une raison de pousser. Généralement, c'est là pour résoudre des problèmes et pour nous donner des informations sur la nature de notre sol, sur ce qui manque, sur ce qui est déséquilibré. Et puis au final, on se rend compte que quand on laisse une diversité de végétation, eh bien, on a aussi une diversité de faune et puis tout s'équilibre globalement bien. Et la vie du sol, elle est quand même primordiale. C'est une grosse partie de la biodiversité de la planète, même si on ne la voit pas, elle est super importante et elle nous sert à nous nourrir, elle sert à plein de choses. Donc voilà.